Nous avons, dans le cadre du projet de gestion des ressources naturelles au Gorgol, Assaba et Gorgol et Guinimara, mais aussi dans le cadre du projet de gestion intercommunale de l'environnement GIT, nous avons des grands ensembles des espaces. Ces espaces-là, d'une manière générale, il y a des interventions. Mais ces interventions ne sont pas bien structurées et bien calées. Aussi, il y a certains villages ou certaines localités qui partagent les mêmes réalités socio-économiques. Et face à ces réalités-là, il fallait trouver les astuces pour que ces populations-là puissent développer ensemble, en tout cas leurs activités, sans pour autant qu'il y ait, bien sûr, par-ci, par-là, des contraintes majeures. C'est pourquoi, en termes de bassin, le GRDR, dans son approche, a développé, en tout cas, des activités dans ce sens-là, en regroupant, en tout cas, les villages par bassin, selon les réalités, en tout cas, selon leur contexte socio-économique, bien évidemment sur le plan agricole et élevage. Ce qui est important, parce qu'il y a toujours ces problèmes de conflits agriculteurs-éleveurs, il y a toujours aussi ces problèmes de gestion, en tout cas de conflits liés à la gestion des ressources naturelles, d'où la question aussi de l'eau qui se pose aussi, hein, à travers la gestion des mares, la gestion des eaux de surface, des eaux de pluie, etc. Ce sont des éléments fondamentaux et qui étaient ressortis, mais aussi qui nécessitaient à un certain moment une régularisation ou en fait la pose de certaines mesures pour que les populations puissent vivre en symbiose dans leur territoire. On a développé une démarche participative qui est articulée autour de la concertation, qui regroupait tous les acteurs de la localité, notamment les organisations de gestion des ressources naturelles, les collectivités locales, les services techniques, la société civile et les ONG. Ce dispositif mis en place a permis quand même d'arriver à un consensus et d'arriver à un plan validé par tous. Et ce qui permet quand même de relancer, même pour certains qui étaient en léthargie, la concertation et la synergie d'action pour quand même une gestion concertée des ressources naturelles à l'échelle de chaque bassin. Je ne peux pas énumérer ces réunions-là. On en a fait beaucoup avec le GRDR. On a fait ici, d'abord le premier lancement a été fait ici, en présence de toutes les autorités régionales, le Wali, président du conseil régional, les maires des différentes communes, la population, les notables, tout le monde était là dans cette commune de Djoul. Le projet est lancé depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Quand on parle de concertation, ça prend énormément de temps. Il y a Covid qui est passé, il y a certaines autorisations auprès des autorités qui a pris du temps. Tout ça combiné font quand même que le processus a tiré finalement en longueur. Les 2 communes qui sont concernées par cette intercommunalité, c'est la commune de Djoul et la commune de Tokomadji qui se situe au sud de la région du donc au sud de la Mauritanie. Au niveau du Guidimara aussi, il y a le Karakoro aussi. Ces communes donc, ont compris qu'il fallait unir leurs forces et se regrouper au sein de cette organisation intercommunale. Parce que je ne vois pas seulement au niveau de notre commune, de ma commune, des communes, mais je vois large. Je vois aussi bien au niveau du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, c'est-à-dire une cohabitation saine, la paix, la sécurité, voilà ma vision. Les études qui ont été réalisées par rapport au projet Déclic et GIT ont concerné l'étude sur la dynamique des ressources végétales. Ces études ont permis aux communautés, aux populations de mieux cerner les phénomènes de changement climatique. Arrivé sur le terrain avec le drone, sur lequel on nous avait formés dans la manipulation, on fait des prises de vue aériennes couplées avec des entretiens individuels. Des fois, il y a des réactions. Ah, je ne savais pas que ma zone est si dégradée. Non, je ne savais pas que ça se présente comme ça. Les images sont là, on les met devant le fait accompli. Et déjà, ça crée pour moi un déclic en eux. Parce qu'ils savent quand même que, certes, on parle de dégradation, mais peut-être qu'ils ne mesuraient pas le degré de l'impact. Ici, lorsqu'on est venu pour la première fois ici, on a amené des GPS pour prendre tous les coordonnées et les mettre dans une carte pour essayer de localiser exactement la place où ça se trouve. Et de quoi, ce genre de travaux, on peut mettre ça ici. Quand vous demandez par exemple une zone dans l'Algérie, je peux vous dire, vous allez tel point, vous allez trouver ce point.
Vous allez dans la zone de Walo, vous allez vous retrouver une mare, par exemple, mare pastorale. Dans le Walo, je peux vous indiquer là où je suis, je peux vous les indiquer. Au cours de l'étude, nous avons identifié beaucoup de sites stratégiques d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de mares, ou même des bras du fleuve, qui ravitaillaient jadis nos populations en poissons d'eau douce. Et il y a des terres fertiles qu'on cultivait après la décrue, mais maintenant avec le manque de précipitations, ces terres sont là inexploitées. On a privilégié des sites qui peuvent être exploités et en même temps profitent aux deux communes. Les terres que nous aménageons, c'est des terres qui sont dégradées, abandonnées. Si maintenant on les aménage, ça devient quand même des terres convoitées. Et les anciens propriétaires peuvent revenir pour réclamer ces terres-là. Or, l'aménagement doit profiter à tout le monde. Ce qui fait quand même que nous, avant d'aménager, ce qu'on fait, on met en place des ententes foncières. Ces ententes-là sont signées par les propriétaires terriens, les bénéficiaires et l'autorité, qui stipule quand même que ces terres-là, une fois que c'est aménagé, elles deviennent des terres communautaires, profitables à tout le monde. Et évidemment, c'est après avoir élaboré un plan stratégique environnemental, et nous avons également mis sur pied un plan d'action triennal 2021-2023, où donc s'inscrivent la plupart des projets qui se basent sur des données réelles par rapport aux ressources naturelles locales. Nous avons même une cellule, une équipe technique au niveau de la diaspora avec laquelle nous travaillons. Et je leur ai envoyé, en tant que président de l'intercommunalité, je leur ai envoyé le document digité. Ils ont trouvé que c'est un document complet, qu'ils n'ont pas besoin maintenant de nous poser des questions sur tel, non. C'est complet. Ces aménagements consistent en digues filtrantes, cordons pierreux, en digues mixtes, construction de digues en pierre libre et des gabions pour le traitement des ravines. Également, nous avons des demi-lunes. C'est un type d'aménagement qu'on réalise sur des terres encroûtées. Réunion amen ga ko andinde yimɓe ɓe ligge ona yaari ɓe kolli min ɓe nodditi min min paati taccaɗo ɓe kolli min kadi ligge ono fewnirte hono waɗirte min jii ɓe woni min ngari min gona liggade ligge hay hande sonno min gandi kamɓe ɓe ngara ɓe mbi min koto min gaddaɓe kamɓe mum tawaɓe ɗo. Mais on ne peut pas prendre en charge ces activités-là si on n'a pas les compétences nécessaires, si on n'a pas en tout cas les moyens du bord. Les moyens matériels, il peut en manquer, mais avec en tout cas l'expertise, ce qui leur permettra tout simplement d'entretenir par exemple les aménagements et bien évidemment de développer dans leur territoire d'autres ouvrages. La stratégie IMO et l'intérêt de cette stratégie est d'abord d'impliquer les communautés bénéficiaires dans la mise en œuvre des projets. Aussi, il y a une rémunération qui leur est accordée dans le cadre de la mise en œuvre des travaux. C'est l'ensemble de ces mécanismes mis en place et qui contribuent à l'appropriation par ces communautés de ces différentes techniques. Ces gens-là, on va les former d'abord dans une démarche qui leur permette de produire durablement. C'est pourquoi nous avons opté pour l'agroécologie. Parce qu'on est dans un contexte de changement climatique, il faut que les gens arrivent à s'adapter, à être plus résilients en développant de nouvelles techniques de production, des semences qui sont adaptées et une utilisation moindre d'eau. L'agroécologie, pour nous, semblait être la démarche la plus appropriée. C'est pourquoi on a formé
20 coopératives maraîchères au niveau de Wompu. Le maraîchage, vraiment, comme vous le voyez autour de la mare, c'est l'activité principale de la ville de Wompu. C'est une source de revenus au niveau des femmes de Wompu. Kembere oni tel solle nyakutu ona saselle pour sangare alhamdulillah ido kumbo go kanu mateke nte farmasi fananya yo na foronto kedo fe ngor yo odi de teke kembere odi doshi anyame ida pompe ke mo konko o ga joko yite ke mo ko yo ndeken ke ngol kharangonde ke kenke Aujourd'hui, avec le projet JIT, on a équipé une AZLC et une coopérative féminine en concasseur de Doum. Donc, on a mis en place un dispositif de formation en gestion administrative et financière. Ces pêcheurs-là, ils ont pu s'organiser. Vraiment, on a pu mobiliser toutes les pêcheurs autour de cette activité, qu'elle puisse revaloriser l'activité qu'elle est en train de mener. Que vous voyez, donc, ils se sont constitués en coopérative en 2020. Yo, parce que Banfana Kofoke, on a mis tout. Parce que Fananga, Nkeno Kania, Keni Kania, on te met une oga iden kinme. Parce que aussi, objectif de Khareka. Bon, on a dit qu'on ben comment Khareka Tehena. Anda tere fini yoguni du gang igani deme khareke bon on a fa woka fanken do combattre mako bagi bakke e wa pour khareke ananya o sugari mun na fete après yo ken surtout ma ko ganni ken dira sugana lingandanga an ken bambana yo xawo marqué bon yirgi ci lo do be ken da me famu o kan tax ken de ben keta bon pour ñu xel lemeke on a aussi ken kerin kunna sage khorono ga tangenti quoi. Il y a un nombre important de cheptels dans la commune de Djoul. Mais à partir du mois depuis maintenant 10 ans maintenant, à partir du mois d'octobre, on a les transhumants qui arrivent avec leur bétail. Donc il va plus les bétails qu'ils trouvent ici. Donc on a parfois des problèmes de gestion de ces zones pastorales-là. Traditionnellement, on a ces pistes-là qui sont reconnues par les villages et par tout le monde. Et maintenant, il y a Ganap qui font ça avec des poteaux de transhumants, que ce soit dans la commune de Kaïdi là-bas, jusqu'à vers Magam. On a l'habitude d'entendre qu'il y a eu des conflits entre éleveurs et agriculteurs à cause de divagations des champs et autres. Maintenant, si les éleveurs savent le couloir où ils doivent passer, les agriculteurs aussi savent là où ils doivent cultiver, ils ne vont pas venir sur les champs. Donc là, on peut dire que c'est un avantage qu'on a eu dans ce projet. Donc on a intervenu sur tout ce qui est pastoralisme, sur des puits pastoraux, les aires de repos, l'aménagement, ou bien on peut dire le balisage des couloirs de transhumance, l'approvisionnement de l'aliment de bétail au profit des associations pastorales ici des saisons d'intervention du projet, et aussi l'organisation des débats informés qui s'est passé sur plusieurs étapes. D'abord, on a eu à former des animateurs du module sur les techniques d'animation, premièrement sur le contenu, ensuite sur les techniques d'animation. Et ces mêmes animateurs ont dispensé, eux, des sessions de formation dans différentes zones. D'ailleurs, il y avait eu, donc, au niveau du Gorgol ici, un atelier sur la prévention et la gestion de conflits agro-silvo-pastoraux. Et ce qui a contribué vraiment fortement à améliorer les relations entre les populations, parce que ça les a amenés à travers des scénarios, à travers des représentations, des échanges. Ça les a amenés même à échanger, à commencer à échanger. Et à se dire que nous sommes agriculteurs et éleveurs, nous ne sommes pas qu'agriculteurs, nous ne sommes pas que éleveurs, nous sommes agro-pasteurs. Jadis, on vivait des époques de conflits, de tensions entre l'agriculteur et l'éleveur. Donc, ces métiers-là sont pratiqués véritablement par des jeunes éleveurs et des jeunes agriculteurs. Donc, il est impératif que ces jeunes-là, au moins, comprennent véritablement les lois, les règlements, pour pouvoir également vivre ensemble.
Au finish de tout ça, c'est de pouvoir veiller sur les aménagements, apporter des réponses, des réparations quand c'est nécessaire au moment opportun, et d'où d'ailleurs la nécessité de faire une deuxième phase. Le plan environnemental elle est essentielle dans la vie des gens qui vivent dans les milieux ruraux. Quand on parle de l'agriculture, effectivement, on a l'eau. Donc ce plan-là est important pour la vie de ces communes. Et j'en suis persuadé que dans le PDC que nous avons actuellement, qui va voir le jour en termes de réactualisation, et ce plan environnemental nous servira d'une déclinaison pour pouvoir également alimenter le PDC dans le sens d'un diagnostic fait. Et j'en suis persuadé, c'est un plan expert qui va vraiment nous servir dans le futur PDC. Parce que souvent dans les PDC, on tient peu compte en fait, de la composante ressources naturelles. Elle apparaît très rarement dans les PDC. Donc ce plan est un salut pour exactement en fait, planifier de manière objective sur la gestion des ressources naturelles. Ces populations-là sont conscientes. À travers les ateliers de concertation, on sent qu'elles sont conscientes. Elles sont conscientes que si elles ne font rien, s'il n'y a pas des actions, s'il n'y a pas des interventions, elles risqueraient la catastrophe. Elles risqueraient vraiment beaucoup de problèmes surgiront. Et ça pourrait provoquer leur perte sur le plan élevage, mais agricole aussi, parce que les populations vivent principalement de ces deux activités-là. Faire rapprocher ces gens-là, c'est tellement important. C'est tellement important. C'est-à-dire que ce projet peut-être que va régler beaucoup de choses entre les habitants. Tout le monde peut apporter son idée par rapport à la construction d'une intercommunalité plus vaste, mais aussi plus solide, dans laquelle toutes les communes se retrouvent, mais aussi les populations bénéficiaires, parce que l'objectif, c'est d'arriver à un développement local.